Bonjour et bienvenue dans cette 4e vidéo du mouvement quantique par l'espace, Quantum Motion to Space. Alors aujourd'hui, nous allons voir la relativité restreinte et la relativité générale vue par le mouvement quantique par l'espace. Alors, un petit graphique pour commencer que j'ai piqué sur une vidéo de ScienceClick sur la vitesse de la lumière. Donc Alessandro Roussel, j'espère qu'il m'en voudra pas trop. Donc un petit graphique explicite où on a l'écoulement temporel d'un côté et la vitesse spatiale de l'autre. Et on a ici la courbe bleue qui représente la constante c, qui est l'accélération dans le vide. Donc l'accélération, la vitesse maximum dans le vide. Alors cette vitesse maximum, on parle souvent de la vitesse de la lumière. C'est parce que la vitesse de la lumière va à cette vitesse d'accélération dans le vide. La lumière étant portée par une onde électromagnétique, donc les perturbations électromagnétiques se propagent dans les atomes d'espace qui forment l'espace vide à la vitesse c. Alors, chaque atome d'espace vide contiennent quand même un petit résidu puisque le champ électromagnétique dans le vide n'est pas nul. Donc, quand il y a perturbation de ce champ magnétique, cette perturbation se propage d'atome d'espace en atome d'espace, et la vitesse maximum de passage d'un atome d'espace à un autre atome d'espace, c'est la vitesse c. Donc tous les objets de l'univers se trouvent sur cette courbe bleue. Si on a une légère masse immobile, on va être à 100% d'écoulement temporel. Si cette même masse, même légère, se trouve à aller à la vitesse de la lumière, l'écoulement temporel sera à 0. Donc pour un photon qui va à la vitesse de la lumière, le photon n'a pas de temps propre. Pour lui, le temps ne s'écoule pas. Alors maintenant, si on prend une fusée avec des astronautes à l'intérieur, pour un observateur extérieur, il verra, plus la fusée approchera la vitesse de la lumière, il verra le mouvement des astronautes ralentir. Et évidemment, pour les astronautes, leur temps propre, lui, ne changera pas. Ils auront l'impression que le temps s'écoule normalement, alors que pour un observateur extérieur immobile, il verra le temps à l'intérieur de la fusée ralentir. Donc si on est à 50% de la vitesse de la lumière, on voit que l'écoulement temporel il est encore à plus de 80%. L'écoulement a ralenti de même pas 20%. Si on est à 90% de la vitesse de la lumière, on est à peu près à 30% d'écoulement temporel. C'est vraiment à des vitesses très proches de la vitesse de la lumière que le temps ralentit vraiment significativement. Je reviendrai sur ce petit graphique parce que à la place de la vitesse spatiale, on peut aussi mettre la masse. C'est-à-dire qu'un trou noir se trouvera ici. Dans un trou noir, le temps ne s'écoule plus. Il y a le rapport entre la masse et la vitesse. Maintenant, on va voir les expériences de cabine de la relativité générale. Donc, expérience de cabine. Si on a une cabine qui est posée sur Terre et la même cabine avec le même personnage qui est dans une fusée dans l'espace loin de toute gravitation, mais qui est en accélération, et ben l'expérience qui consiste à lâcher une pomme, par exemple,
donc la pomme tombe évidemment vers la Terre, dans cette cabine, et dans la cabine qui est dans la fusée, la pomme tombe au sol exactement pareil, avec une accélération de 1 g. Donc, pour le personnage, si on ne lui donne pas l'indication dans quelle situation il se trouve, à l'extérieur, donc posé sur la Terre ou dans une fusée en accélération, eh ben, il ne fera pas la différence avec l'expérience qui consiste à lâcher la pomme. Il n'y a aucune expérience qui pourra faire la différence. Hein, donc ce principe d'équivalence entre gravitation et accélération a été testé par le satellite microscope à 15 chiffres derrière la virgule et il n'y a pas de différence pour l'instant. Deuxième expérience, là on a un personnage qui lâche une pomme dans une cabine, donc avec la Terre qui est en dessous. La pomme attirée par la gravitation tombe au sol. Mais si on déleste la cabine et qu'on la laisse tomber en chute libre, et bien là on voit que s'il lâche la pomme ne tombe pas. Le personnage tombe à la même vitesse que la pomme, qui tombe à la même vitesse que la cabine. Donc tout le monde, tout cet espace tombe de la même manière, donc le personnage a l'impression que tout est en apesanteur. Et les résultats de cette expérience, c'est que l'accélération annihile l'effet de la gravitation. Donc non seulement l'accélération est comparable à la gravitation, mais si on provoque une accélération en chute libre, eh ben on ne ressent plus l'effet de la gravitation. Donc on a l'impression de ne d'être, enfin on n'a pas l'impression, on est en apesanteur dans ce cas-là. Et enfin une troisième expérience où on fait rentrer un rayon lumineux dans une cabine qui est en mouvement. Et bien le rayon lumineux, alors qu'on s'attendrait à ce qu'il soit rectiligne dans le passage de la cabine, eh bien, comme le rayon lumineux a une certaine vitesse, il rentre par le trou A1, puis la cabine accélère, donc il se trouve après en A2. Mais pour un personnage qui est à l'intérieur de la cabine, lui, il va voir le rayon lumineux se tordre, se courber. Alors pourquoi il se courbe? Parce que la cabine est en accélération. Donc si les rayons lumineux sont courbés par une accélération, alors, puisque vu qu'il y a un principe d'équivalence que l'accélération est égale à la gravitation, eh ben, les rayons lumineux doivent être courbés aussi par la gravitation. Chose qui a été vérifiée après les prédictions d'Einstein en 1920, je crois. À partir du moment où Einstein est devenu célèbre, c'est qu'on a vérifié la courbure des rayons lumineux en voyant des étoiles dont les positions n'étaient plus les mêmes lors d'une éclipse solaire. Alors justement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que la masse courbe l'espace-temps. Donc là où il y a de la masse, l'espace se courbe. Donc c'est ce qu'on voit sur cette représentation einsteinienne de l'espace. Bon, même si l'espace là est représenté par un tissu en 2 dimensions, on voit que cet espace est complètement tordu par la présence de la Terre. Alors ça a pour effet de contracter les atomes d'espace là où il y a de la masse. Donc si je représente une particule dans un volume spatial où les atomes d'espace peuvent être représentés par des cubes ici, et ben on voit que l'espace est contracté par la masse. Et le fait que l'espace soit contracté, hop, le temps est modifié, l'écoulement temporel est modifié.
C'est ce qu'on retrouve dans le premier graphique. Hein, c'est tout l'univers est à la vitesse de c, mais ce qui change, c'est l'écoulement temporel ou la vitesse. Et ben ici, on peut dire que on voit bien que la courbure de l'espace-temps entraîne la distorsion de l'écoulement temporel. Alors pourquoi? Le fait que dans un volume d'espace, il y ait une contraction, eh ben, on a plus d'atomes d'espace dans ce même volume. Et plus il y a d'atomes d'espace dans un volume déterminé, et plus l'écoulement temporel est ralenti. On voit bien ici que les atomes d'espace sont beaucoup plus resserrés au niveau où il y a la Terre, donc il y a la masse de la Terre, que loin de la Terre où les atomes d'espace sont enfin, dans un même volume, il y a beaucoup moins d'atomes d'espace. Donc plus il y a d'atomes d'espace dans un même volume, et plus le temps ralentit. Et ça, c'est pareil, c'est dû à la constante C. Alors, on va continuer dans la courbure de l'espace-temps. La Lune qui a sa propre vitesse et qui se déplace dans un mouvement rectiligne et uniforme. Donc elle se déplace en ligne droite. Mais seulement, comme l'espace est courbé, et ben ça donne que la Lune tourne autour de la Terre. Donc si la Lune est satellite de la Terre, est en orbite autour de la Terre, c'est parce que sa vitesse, il y a un équilibre entre sa vitesse et la courbure de l'espace-temps provoquée par la Terre. Si la vitesse de la Lune était un peu plus... enfin, était moindre, la Lune tomberait sur la Terre. Si la Lune allait un peu plus vite, elle quitterait l'orbite terrestre. Donc l'équilibre s'est fait au mouvement de la formation. Hein. Et on a donc la Lune, mais d'ailleurs la Lune qui s'éloigne un peu de la Terre, hein, sa vitesse se modifie, donc la Lune s'éloigne, mais c'est très 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 peu. Une autre image ici où on voit, hop, si je mets mon pointeur au centre, une masse qui courbe l'espace. Donc là, une représentation tridimensionnelle qui est intéressante, même si les atomes d'espace sont représentés par des espèces de cubes, chose qui c'est certainement pas la forme des atomes d'espace, mais ça donne une bonne image de ce qui se passe au niveau de la courbure de l'espace-temps. Et évidemment, hein, donc là, beaucoup plus d'atomes d'espace présents dans un même volume, donc l'écoulement temporel est ralenti. Alors maintenant, on va voir le déplacement d'un photon dans un espace courbe. Donc, petite piqûre de rappel, donc les photons sont des quantums d'action d'énergie H transportés d'atomes d'espace en atomes d'espace. Mais si le photon arrive dans un espace courbe, eh ben, on va voir la trajectoire de ce photon se courber, même s'il n'a pas de masse. Donc voilà l'explication du rayon lumineux courbé. Maintenant, on va passer à des particules massives. Donc, dans les particules massives, le quantum d'action va contracter l'espace, l'atome d'espace. Donc ici, on a un atome d'espace qui serait vide.
Ici, on a un atome d'espace qui contient un quantum d'action, mais d'une particule massive. Donc la différence entre un photon et une particule, enfin un quantum d'action d'un photon et un quantum d'action d'une particule massive, c'est que la particule massive contracte les atomes d'espace qui vont le transporter. Et cette contraction entraîne une courbure de tous les atomes d'espace qui sont autour. En fait, donc la masse, alors quelle que soit l'origine de la masse, bon, si c'est en interaction avec le boson de Higgs, donc l'interaction entre le quantum d'action de la particule massive et le champ de Higgs provoque une contraction des atomes d'espace. Et bien cette contraction, c'est la masse. Donc ici, on a un atome d'espace donc vide. Ici, on a un atome d'espace qui contient un quantum d'action d'une particule massive. Donc on voit qu'il y a une contraction de l'atome d'espace. Alors là, évidemment, dans mes dessins, c'est un peu exagéré. Hein, la contraction est vraiment infime. Et ici, on a la contraction d'un atome d'espace qui reçoit un quantum d'action d'une particule massive en mouvement. Donc l'énergie inertielle. L'énergie inertielle, c'est une contraction donc de l'atome d'espace, comme la masse. Sauf que là, la contraction se fait dans le sens du mouvement. Et donc, un atome d'espace avec le quantum d'action d'une particule massive va avoir donc cette contraction supplémentaire due au déplacement, et évidemment il va tordre tous les atomes d'espace qui se trouvent autour. Donc l'accélération, la masse, on a bien quelque chose qui effectivement a la même nature, c'est la contraction des atomes d'espace. Et donc qui provoque la courbure de l'espace-temps. Donc on continue avec l'énergie, les atomes d'espace et l'inertie. Ici on a un atome d'espace vide. Ici on a un atome d'espace contracté avec l'énergie d'un quantum d'action qui arrive dans un espace qui est courbe. Donc admettons qu'il y a une planète. Donc là la particule oui, massive est immobile. Puis il y a une planète qui arrive près de cette particule. L'espace se courbe. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, le quantum d'action de la particule, lui, va se contracter en prenant la courbure de l'espace. Donc on a une première contraction, qui est la masse, et une deuxième contraction, qui est la courbure. Sauf que la contraction, on a vu que c'est de l'énergie de déplacement. Et donc, il y a accélération. Donc c'est pour ça que quand on lâche une pomme, elle tombe. C'est parce qu'en fin de compte, les constituants de la pomme, qui sont des particules massives, arrivent dans un espace qui est courbé par la gravitation de la Terre, par la masse de la Terre. Et donc, il y a contraction des quantums d'action des atomes d'espace qui contiennent les quantums d'action de la particule massive, et cette contraction, elle provoque l'accélération. Maintenant, on prend le cas où on a une partie, donc on prend le cas
Atome d'espace vide. Atome d'espace contenant un quantum d'action d'une particule massive. Et là, on a un atome d'espace qui contient un quantum d'action d'une particule massive en mouvement. Donc l'atome d'espace est contracté dans le sens du mouvement. Mais cette particule massive en mouvement arrive dans un espace courbe. Donc elle arrive près d'une étoile ou d'une planète. Et ben cette particule va se retrouver avec une trajectoire qui est la résultante des deux et une contraction qui est la résultante de la courbure et de son mouvement, ce qui fait qu'il va avoir une vitesse, une accélération, donc une contraction supplémentaire, mais en plus dans deux directions différentes, donc une contraction un peu plus, c'est un peu plus, comment dirais-je, un peu plus compliqué. Donc voilà, ça c'est donc le déplacement d'un quantum d'action dans les atomes d'espace d'une particule massive. Maintenant, on peut... ça permet de résoudre pas mal de questions. Ça permet de comprendre pourquoi une pomme, elle tombe quand on la lâche ou quand elle se détache d'un arbre. On comprend aussi pourquoi la gravitation au niveau quantique paraît inexistante ou qu'on n'arrive pas à... Enfin, les physiciens n'arrivent pas à mesurer la gravitation au niveau quantique. En fait, quand une particule se trouve dans un état superposé, donc la particule n'est pas en interaction, elle est constituée de quantums d'action qui vont se déplacer d'atome d'espace en atome d'espace, donc la particule est diffuse. Donc si la particule massive est diffuse, effectivement, la masse va être diffuse aussi. C'est-à-dire que les quantums d'action qui contractent les atomes d'espace de la particule, eh ben, ils vont être répartis partout où il y a les quantums d'action de la particule. Donc cette contraction n'est pas ponctuelle. Elle va devenir ponctuelle que quand la particule rentrera en interaction. Donc là, on pourra mesurer sa vitesse et sa masse. Mais en dehors, la masse va rester diffuse, comme la particule. Elle n'a pas vraiment, la particule n'a pas de position fixe, enfin, elle n'a pas de position, elle est diffuse. C'est ce qu'on a vu dans la vidéo sur les fentes de Young. Pour un photon, le photon, il était sur les crêtes des ondes. Une particule massive, elle va se trouver dans un volume plus ou moins grand. Donc du coup, sa masse va être diffuse aussi. Et à partir du moment où on veut mesurer sa masse, on rentre en interaction, et donc la particule devient ponctuelle. Puisque la réduction du paquet donc qui se fait par intrication des quantums d'action, font que la particule devient ponctuelle. À partir du moment où elle devient ponctuelle, tous les quantums d'action qui contractent les atomes d'espace vont se retrouver à un endroit précis. Donc la courbure va être qui va se trouver autour de la particule, la courbure de l'espace-temps va pouvoir se mesurer. Et la courbure de l'espace-temps, c'est la gravitation, c'est la masse. Donc j'espère que je ne vous ai pas perdu. Dans une prochaine vidéo, on va pouvoir voir
deux particules massives qui se rencontrent et la création de nouvelles particules. Comment ça se passe, hein? Les particules ne sortent pas du vide. On va voir que l'énergie est transmise au vide par l'énergie inertielle. Plus la particule a d'énergie, plus l'atome d'espace est contracté, et plus il y a d'énergie inertielle. Ça, c'est très important aussi à comprendre. Ici, on a une énergie inertielle, et là, avec l'accélération de la courbure de l'espace, l'énergie inertielle et la contraction est plus grande, et donc la vitesse de la particule est plus grande. Et sa trajectoire est une combinaison de ces deux vecteurs. Donc la contraction est la combinaison des trois contractions, donc la massive, l'inertielle et la courbure de l'espace-temps. Et ici, ça donne donc la combinaison des trois contractions des atomes d'espace. Et là, pour la vitesse, on a la combinaison dans le sens de la courbure et dans le sens du déplacement de la particule. Sachant que la particule, tant qu'elle n'est pas en interaction, tous ces quantums d'action restent diffus, mais sont liés par intrication, donc ils subissent la même chose. Une autre chose aussi, on voit bien que la caractéristique de l'espace-temps, des atomes d'espace, une des caractéristiques de ces atomes d'espace, c'est qu'ils vont transporter l'énergie, qu'elle soit inertielle ou les quantums d'action H, sans déperdition. C'est-à-dire qu'il faut de l'énergie pour contracter les atomes d'espace, donc soit le fait d'être massif, soit le fait d'être en mouvement. Donc il faut de l'énergie pour être en mouvement, mais la contraction qui en résulte, elle va se propager d'atomes d'espace en atomes d'espace sans déperdition. Hein, il faut, au départ, pour contracter les atomes d'espace, il faut beaucoup d'énergie, mais après, par contre, c'est d'atomes d'espace en atomes d'espace, sans déperdition. Donc, une des caractéristiques de ces atomes d'espace, c'est qu'ils contiennent tous les champs quantiques. Donc, le champ électromagnétique n'est pas nul dans les atomes d'espace vides. Il y a le champ de Higgs, il y a le champ de l'interaction forte, il y a le champ de l'interaction faible. Tout ça, c'est contenu dans un atome d'espace. On commence à trouver les caractéristiques de ces atomes d'espace. Et en plus, ces atomes d'espace permettent de transporter l'énergie inertielle et les quantums d'action sans déperdition. Donc, la prochaine vidéo, on avancera encore un peu plus dans le monde quantique. Eh ben, je vous remercie d'avoir été jusqu'au bout de cette vidéo. À la prochaine.